Hello, c'est Mia de Positive Mind Attitude. Après un parcours de plus de 4 ans et demi avant de connaître enfin les joies de la maternité, j'ai décidé d'associer mes compétences professionnelles de thérapeute à mon vécu personnel lié à l'infertilité et la PMA pour accompagner les femmes en désir d'enfant et leur permettre de reprendre le plein pouvoir sur leur fertilité. Si tu veux agir pour ne plus subir, tu es au bon endroit. Que tu sois suivi médicalement ou non, mes conseils te permettront d'avoir un autre regard sur ton parcours et d'adopter une approche globale pour mettre toutes les chances de ton côté. Ensemble, brisons le tabou de l'infertilité. Si tu connais une femme qui est concernée par le sujet, je t'invite à lui partager cet épisode. Maintenant, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Marre de subir les remarques maladroites ? Hello, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast. Comme tu le sais, très probablement, très récemment, j'ai organisé un challenge. Donc c'était un challenge d'1 semaine avec une vidéo par jour, une vidéo de conseils. Et au sein de ce challenge, les femmes que j'accompagne avaient évidemment la possibilité d'interagir et donc de poster plein de messages. Il y en a eu énormément d'ailleurs, ceci dit. C'était hyper mouvementé au sein du challenge. Il y avait plein de messages, c'était vraiment très intéressant. Et il y a un message qui m'a interpellée et c'est celui de Laurence. Alors je te le partage parce que en fait c'est un message où je pense que beaucoup de femmes qui écoutent ce podcast se reconnaîtront et du coup j'avais envie de le partager et de donner un conseil pour toutes celles qui écoutent. Le message de Laurence c'était « Je suis déçue, anxieuse, submergée par mes émotions et j'aimerais pouvoir arrêter de subir les remarques des gens, des professionnels de santé, etc. » Et ça m'a interpellée parce que c'est vraiment un point que je travaille dans le cadre du coaching éclosion. La toute première chose que je voudrais faire, c'est de faire un rappel sur les émotions. Les émotions, elles ne sont ni positives ni négatives en fait, d'accord ? Des émotions, c'est simplement des messagères. C'est simplement un signal qu'on t'envoie pour te dire que il y a quelque chose qui va bien, qui va pas bien, qui doit continuer, s'arrêter, changer, etc., etc. Donc en fait, les émotions, encore une fois, elles ne sont ni positives ni négatives. Le but d'une émotion, c'est de t'envoyer une info, d'accord ? Et souvent, ce qui se passe, c'est qu'on va se contenter des émotions qui sont plutôt superficielles. Alors, qu'est-ce que j'appelle des émotions superficielles ? C'est tout simplement qu'on va utiliser des mots qui font référence aux émotions de base. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire tristesse, colère, joie, etc. Et en fait, c'est bien d'aller creuser un petit peu plus loin, tu vois, et de commencer déjà par utiliser des mots qui sont un petit peu plus précis. Des mots, par exemple, comme anxieuse, frustrée, blessée, honteuse, découragée, etc., etc. Alors ici, j'ai pris un registre d'émotions, on va dire, je vais qualifier de désagréables, mais c'est pareil dans les émotions agréables, bien évidemment. En gros, plus tu vas donner du sens à ce que tu ressens, ça va aussi te permettre de mieux identifier, de mieux comprendre ce que tu ressens, tu vois. Si je dis « je suis triste », mais ok, triste, mais c'est quoi en fait ? J'entends que c'est une émotion qui est plutôt désagréable, j'entends que c'est plutôt aussi une émotion dans une énergie basse, mais triste de quoi ? Est-ce que c'est plus du fait d'avoir été blessé par quelque chose ? Est-ce que c'est un découragement que tu ressens ? Est-ce que c'est peut-être un peu plus de l'anxiété, etc. Tu vois ? En fait, quand on va creuser, on se rend compte que derrière le mot triste, il y a quand même des émotions qui sont vachement plus profondes et qu'on va pas forcément aller creuser. Et c'est ce qui fait finalement qu'on se sent submergé. C'est pas tellement qu'on est submergé, c'est qu'en fait, on n'a pas la bonne info. Et c'est vraiment crucial de comprendre que plus tu vas qualifier les choses correctement, plus ça va te permettre d'identifier ce que tu ressens et plus ça va te permettre du coup de prendre les bonnes décisions, les bonnes actions, etc. Tu vois, le cerveau il a peur de l'inconnu et quand on se sent finalement un peu noyé, c'est tout simplement qu'on n'y voit pas très clair, tu vois. Donc clarifier les choses c'est déjà une étape vraiment essentielle. Donc le message de Laurence, déjà, elle expliquait elle se sentait en tout cas submergée par ses émotions et donc la première étape, c'est évidemment de clarifier tout ça.
D'accord ? La deuxième partie de son message, c'est qu'elle disait qu'elle aimerait arrêter de subir. Et subir quoi ? Eh bien, les remarques des gens, évidemment des proches, et moins proches, évidemment, tu t'en doutes. Toi aussi, tu as certainement fait ces expériences. Mais aussi, parfois, des remarques de professionnels de santé. Et ça, je veux y venir parce que j'ai encore eu des exemples très récemment qui m'insupportent au plus haut point et dont j'avais vraiment, vraiment envie de te parler. D'abord, pour ce qui concerne les remarques des gens, j'ai envie de dire lambda, c'est-à-dire ça peut être de la famille, mais c'est parfois aussi des collègues de travail, ça peut être des amis, ça peut être des gens proches et moins proches, mais qui parlent finalement de ce qu'ils ne connaissent pas et qui vont donner des conseils, on va se dire les vraies choses, mais qu'ils sont eux-mêmes incapables de s'appliquer dans d'autres domaines de vie. Moi, le pseudo-conseil du lâcher-prise me rend dingue parce que souvent, c'est pas le conseil en soi qui pose problème, ma foi, le fait de dire lâcher prise. Bon, c'est un conseil que je peux entendre et qui peut être pertinent. Encore faut-il se mettre d'accord sur ce qu'est la définition du lâcher prise. Mais j'ai envie de dire que c'est pas l'apanage de la PMA, hein, c'est pas exclusif à la PMA, le lâcher-prise. Le lâcher-prise, ça peut être dans plein de secteurs différents. Et j'avoue que ça me fait bondir, ça me faisait bondir quand on me donnait ce conseil-là et que je voyais que cette personne était complètement incapable d'appliquer ce conseil-là dans d'autres domaines de vie, que ce soit avec leurs propres enfants, que ce soit avec leur milieu professionnel, etc., etc. Donc, c'est pas tellement le conseil, mais c'est la personne finalement qui se permet de le donner parce que c'est fait ce que j'y ai pas ce que je fais. Je pense que généralement c'est ça qui nous fait bondir. Le fait de lâcher prise, je rappelle que c'est pas du tout le fait de lâcher quoi que ce soit ou d'abandonner, ça porte assez mal son nom. En tout cas, c'est juste de faire les choses correctement, dans le bon ordre, de faire tout ce qu'on peut de la meilleure des façons qui soit et de lâcher un peu l'attente du résultat. Et j'entends le principe, et c'est aussi parce que finalement, quand on fait un raccourci de tout ça, c'est revenir à l'ici et maintenant. Parce que quand je dis lâcher l'attente au niveau du résultat, c'est que souvent, on est déjà dans l'anticipation de X et Y scénarios, on a tout planifié, tout anticipé, etc. Mais on peut pas fonctionner comme ça. Et donc c'est vrai que je répète souvent aux femmes que j'accompagne, c'est d'avancer un pas à la fois, un jour après l'autre, et de se répéter que jusqu'ici tout va bien. Et on avance en mettant un pas devant l'autre et on évite d'anticiper quoi que ce soit. C'est quelque part un peu ça finalement, ce lâcher prise. Mais c'est vrai que c'est compliqué quand ça vient de personnes qui, encore une fois, sont incapables de se l'appliquer. Et là où je veux arriver à un deuxième point, c'est qu'en fait, tout est souvent question d'autorisation. Qu'est-ce que j'entends par là ? C'est que les personnes qui font ce genre de remarques se sentent autorisées à les faire. Et je sais, ça pique, hein, je sais. Mais mon rôle en tant que thérapeute et en tant que coach certifié, c'est pas forcément de dire ce que tu as envie d'entendre, mais c'est surtout ce que tu as besoin d'entendre. Et je sais, ça va piquer. Mais pour celles qui ont envie de progresser et qui vont écouter ce podcast jusqu'au bout, il faut que je dise les choses. C'est vraiment super important pour moi d'être totalement transparente. Pourquoi ? Parce que c'est en acceptant qu'on a une part de responsabilité qu'on peut faire changer les choses. Et quand je parle de responsabilité, je parle pas de culpabilité, je ne dis pas que c'est de notre faute, d'accord ? C'est les circonstances qui font ça, c'est parce que on nous a appris à être des petites filles bien gentilles, bien polies, bien sages, bien tout comme il faut, à faire les choses comme il faut, à prendre soin des autres. Et finalement, on a tellement appris à prendre soin des autres que on oublie de se faire passer en priorité. Et se faire passer en priorité, eh bien parfois, ça veut aussi dire recadrer les gens. Alors quand je dis recadrer les gens, c'est pas du tout méchant. On est bien d'accord, c'est pas de l'agressivité, ça n'a rien à voir, mais c'est ce qu'on va appeler de l'assertivité. C'est une façon de dire les choses qui permet aux gens de comprendre ou en tout cas de réaliser parce qu'on va clairement verbaliser que ça nous blesse, que ça fait mal, que c'est pas des propos qui sont adaptés ou qu'ils ne sont pas aptes à donner ce type de conseils, etc., etc. Et souvent, comme on est des petites filles bien gentilles, bien polies et bien sages, et bien souvent on se prend la réflexion en pleine face, on va juste se contenter d'esquisser un sourire un peu gêné, un peu mal à l'aise et on va pas forcément aller plus loin. Pour plein de raisons, hein, et encore une fois, je ne te juge certainement pas, parce que j'en ai fait partie aussi pendant longtemps, parce que souvent ces remarques-là sont faites à des moments où on s'y attend le moins, et donc c'est pas toujours évident, évidemment, d'accord ? Donc on a peur de blesser, on n'a pas envie de rentrer dans un débat, etc., etc. Mais j'ai envie de te dire qu'en fait tout est question de choix, et que il faut choisir ses batailles et que l'idée n'est pas de ruer dans les brancards en permanence, hein, vraiment mets ton énergie au bon endroit, mais
j'ai envie de te rappeler que parfois, recadrer les choses une bonne fois pour toutes, ça permet de clarifier la situation et ça te permet d'éviter que ça se reproduise à l'avenir. Tu vois, je vais prendre l'exemple de l'alimentation. Pendant très longtemps, on a considéré ma manière de m'alimenter comme, je vais pas dire un peu perché, mais un peu strict, un peu ci, un peu ça, parce que quand même, il faut vivre. Mais en fait, je vis très bien parce que je mange sainement. J'ai pas besoin de boire de l'alcool pour m'amuser. J'ai pas besoin, tu sais, ce côté alcool social qui me rend dingue parce que dès que tu refuses de l'alcool, on dit ah mais c'est qu'un verre, etc. Oui, ok, mais moi j'aime pas, donc je m'en fous en fait, même si c'est qu'un verre, même si c'est pas beaucoup, même si j'ai pas envie et j'ai pas besoin de ça pour m'amuser. Donc, c'est quand même important qu'on apprenne à respecter les choix des autres sans avoir toujours à redire sur le choix des uns et des autres. Moi, je remets pas le choix en question des personnes qui ont envie de boire un verre. C'est très bien si elles ont envie de boire un verre. Moi, j'ai juste pas envie et donc j'aimerais qu'on me lâche la grappe autant que je lâche la grappe des autres, en fait. Je suis pas constamment en train de leur dire « Ah, mais tu devrais pas boire et ci et ça ». Non, s'ils ont envie de boire un verre, ils boivent un verre, point. Et donc, j'aimerais que l'inverse soit vrai, tu vois. Et donc, c'est ça que je veux te faire comprendre. C'est juste que en fait, de temps à autre, c'est quand même bien aussi de recadrer les gens par rapport à ça. Et pendant longtemps, je l'ai pas fait. Et puis, quand je me suis mise à le faire, eh bien, finalement, l'attitude des gens a complètement changé parce que, ils se sont rendus compte que non, avec moi, il y a des choses qui passaient pas ou passaient plus. Et c'est très bien comme ça. Alors, je te rassure, ça fait quelques années et aujourd'hui, j'ai plus du tout ce genre de conseils. Et ce qui est d'ailleurs très rigolo, c'est que des mois ou parfois même des années plus tard, mais ce sont ces mêmes personnes qui viennent me demander conseil, tu vois. Donc, c'est juste pour te dire que c'est important d'apprendre à recadrer de temps à autre, tu vois. Et je sais, parfois, c'est aussi un choix de moins voir ces personnes aussi quand c'est trop dur, tu vois. Mais je veux vraiment te dire que tu as le choix. Tu as le choix d'accepter de subir les remarques maladroites ou tu as le choix de recadrer les gens disant que c'est hors de propos, que c'est inapproprié, que c'est pas le moment, que c'est blessant, que ce que tu veux, en fait, selon ce que tu ressens. Mais c'est important de pouvoir le verbaliser. Tu vois, donc et c'est pour ça que je dis que c'est aussi une question d'autorisation parce que quand les gens sentent que ils se sentent légitimes, autorisés à ouvrir leur grande bouche, des fois c'est vachement maladroit. Et donc non, il y a des choses à dire, il y a des choses à pas dire et je pars du principe que c'est un choix que tu peux faire et c'est un choix que tu as de recadrer ces personnes quand ça te dérange. Et c'est aussi le cas, et là ça va aussi piquer un peu, mais c'est aussi le cas quand ça vient du personnel médical. Encore une fois, bien sûr que le docteur a fait des études et bien sûr que c'est son métier et donc l'idée n'est pas de critiquer pour critiquer, mais je trouve que le fait de porter une blouse blanche donne à certains une sorte de passe-droit en termes de bienveillance, en termes de, j'ai presque envie de dire d'humanité, parce que juste au départ on est humain en fait, blouse blanche ou pas blouse blanche, et que quand on a une mauvaise nouvelle à annoncer, quand on a un commentaire à faire, ça nous empêche pas de faire preuve de bienveillance et d'empathie, d'accord ? Juste un peu d'humanité, encore une fois, blouse blanche ou pas. Et là vraiment, j'ai eu 2 exemples hyper récents, hyper concrets, qui datent pas plus tard que de la semaine dernière, avec des femmes que j'accompagne au sein du coaching Éclosion et qui m'ont fait bondir. Le premier cas de figure, c'est une jeune femme que j'accompagne et qui est en train de faire une tentative de PMA en Espagne. Et donc le suivi se fait à distance et donc elle va passer une échographie de démarrage, si tu veux, en gros, de protocole, et elle se rend dans un labo, un centre d'échographie en France, et là, le médecin en charge de l'écho procède à l'examen, et puis sur un ton, alors déjà, le gars pas très accueillant, pas très agréable, bon, voilà, déjà. Mais en plus, surtout, se permet de lui dire « Ah, mais là, la ponction va être complètement impossible », et il a noté d'ailleurs noir sur blanc, ponction impossible parce que votre ovaire il est trop haut, il est collé et ça va pas être possible d'y accéder par la ponction. En gros, vous pouvez faire une croix sur les follicules de ce côté-là. Et je sais pas si tu imagines l'état dans lequel ça a pu la mettre. Et en fait, donc elle m'a contactée directement. Et ma première chose, ça a été de la rassurer en disant « Mais écoute, ça va bouger, ça va prendre sa place. » Pourquoi ? Parce qu'elle est en tout début de protocole, avec les stimulations, l'ovaire va bouger aussi un petit peu. Et puis ma première réaction, ça a été de lui dire « Mais en fait, peut-être que ce gars juste n'y connaît rien et c'est juste une question de manque de compétences. C'est pas parce que lui trouve que c'est impossible que ça l'est pour quelqu'un d'autre. »
Et je lui ai dit, dans la foulée, écoute, appelle directement ta clinique en Espagne et tu vas voir ce qu'ils vont te dire, ils vont te confirmer ça. Et je trouve que c'était vraiment important d'avoir la validation de la clinique espagnole. Et alors heureusement, les cliniques espagnoles, ça fonctionne pas comme les cliniques en France ou en Belgique ou dans d'autres pays. C'est que vraiment, quand on a affaire avec certaines, en tout cas cliniques, vraiment ils sont d'une gentillesse, d'une réactivité incroyable, et donc ils l'ont directement rappelé pour la rassurer en disant, mais ils ont confirmé ce que j'ai dit en disant, mais non, ça va bouger, ça va s'installer, et puis nous on a l'habitude, on sait faire, il y a vraiment zéro souci par rapport à ça, parce que ils ont reçu l'analyse, donc ils ont bien vu, ils ont l'habitude de tout ça. Mais en fait, là où je veux en venir, c'est que si tu te laisses submerger par ce type de propos, c'est pas ok en fait. Et tu as le droit aussi de recadrer. Et en fait, là où elle s'en voulait, c'est de ne pas avoir répondu parce qu'elle était dans tous ses états. Ce que je peux comprendre évidemment quand on est dans un protocole dans lequel on met évidemment énormément d'espoir, etc. Mais il faut pas avoir peur de temps à autre de recadrer les gens. Et en leur disant, écoutez, je vous invite juste à noter ce qu'il faut dans le rapport, et puis moi je vais me retourner vers des gens compétents. Je pense que ça, il l'aurait pris dans les dents direct. Parce que c'est quelque chose que je n'accepte plus, et aujourd'hui je n'ai pas peur, et ça m'est arrivé, j'en ai parlé dans un épisode de podcast, l'épisode de podcast qui s'appelle « Accepte le diagnostic et refuse le verdict », et qui porte d'ailleurs très bien son nom dans ce cadre-là aussi. Et en fait, moi je n'ai plus peur aujourd'hui de clôturer un rendez-vous médical si je vois que ça prend une tournure qui ne me plaît pas. Et je le dis, écoutez, notez tout ce que vous avez à noter dans votre rapport, moi j'arrête ici le rendez-vous, et puis je vais me tourner vers des gens compétents. Parce que vraiment, l'incompétence, il y en a aussi malheureusement beaucoup dans le milieu médical. Alors peut-être que de par ce que je pratique, j'en vois énormément. Alors, je vous rassure, il y a aussi des perles. Vraiment, il y a des perles dans le milieu médical. Des gens adorables, gentils, bienveillants, compétents et tout. Vraiment des personnes, mais juste fantastiques. Mais c'est vrai qu'il faut un peu les chercher. Et que ces perles-là, ça représente pas la majorité. Mais j'ai envie de dire, c'est comme dans tous les métiers. Malheureusement, évidemment, moi, les femmes que j'accompagne, souvent, elles se retournent vers moi quand elles ont déjà essayé plein de choses qui n'ont pas fonctionné. Ce qui est dommage, parce que j'aimerais qu'on prenne les choses plus en amont, plus au départ, et de se dire, je me fais accompagner même sans être en PMA, je me fais accompagner avant qu'il y ait des problèmes finalement, plus en prévention. Mais souvent, c'est pas la démarche qu'elles ont. Et donc, quand elles viennent me trouver, bien souvent, elles ont essayé plein de choses. Et donc, forcément, elles sont confrontées à des situations pas agréables. Et quand je tombe sur ce genre de cas, ça me fait bondir parce que, effectivement, en plus d'être incompétent, il y a zéro empathie. Quand bien même il y aurait une mauvaise nouvelle à annoncer, ça peut arriver que, ça ne fonctionne pas ou quoi que ce soit, évidemment. Mais faire preuve d'un peu d'empathie et d'humanité, juste, je pense que c'est la base avec n'importe quel professionnel. La deuxième personne que j'ai accompagnée dans le cadre du coaching éclosion et qui a eu quelque chose de similaire la semaine dernière, c'est qu'en fait, elle a eu des problèmes de thyroïde pendant très 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 longtemps et elle était traitée mais pas correctement, c'était pas ok. On a retravaillé tout ça avec l'aide d'un médecin fonctionnel que je lui ai recommandé. On a travaillé vraiment main dans la main. Elle a passé sa première fécondation in vitro qui a été un succès. Elle est donc enceinte. On est super heureux, tout se passe très bien. Mais son centre PMA n'a pas prévu de deuxième prise de sang. D'habitude, en général, quand on a fait une FIV et qu'on passe la première prise de sang, bien très souvent, on en a une deuxième, 48 heures plus tard approximativement, pour voir un petit peu l'évolution du taux, voir si ça a bien doublé, voir le taux de progestérone, etc. Et là, comme elle en avait pas, elle me demande ce qu'elle peut faire. Comme elle habite en Belgique, il n'y a pas du tout la possibilité d'aller soi-même faire une prise de sang. Je sais qu'en France, on a cette possibilité-là, d'y aller. Bon, alors on la paye de sa poche, mais on peut aller dans un labo faire une prise de sang. En Belgique, pas du tout. On a absolument besoin d'avoir une prescription médicale. Donc le plus simple, c'était d'aller chez son médecin traitant. Et donc elle va chez son médecin traitant et elle lui parle de la FIV qui a été un beau succès et elle lui dit qu'elle voudrait une prise de sang pour vérifier le taux, pour ne pas avoir à attendre 1 mois, parce que c'est évidemment quand même très très long de patienter 1 mois avant le prochain suivi. Et voilà, ça l'aurait rassuré d'avoir cette prise de sang. Et en lui parlant de son taux, qui était de 430, son médecin traitant lui dit d'une manière de nouveau assez froide, en disant oui mais quand même c'est pas un taux très élevé pour un démarrage de grossesse. De nouveau, je sais pas si tu imagines l'état dans lequel ça l'a mise.
Et ça me rend dingue parce que, de nouveau, on a un médecin traitant qui ne connaît rien à la PMA, qui n'est pas habitué à avoir des tests de grossesse aussi précoces, parce que oui, en PMA, on détecte les grossesses de façon très précoce. C'est vrai que voilà, un médecin va être plus habitué à des taux plus importants. Pourquoi ? Parce que dans le cadre d'une grossesse spontanée, eh bien, on la détecte plus tardivement. On s'en rend compte avec un retard de règles, voilà, ça met quelques jours avant qu'on se décide à aller voir, à vérifier, etc. Et comme le taux est censé doubler toutes les 48 heures, ben, la différence de taux, elle peut vite être importante, évidemment. Mais de nouveau, elle est sortie de là démoralisée. Alors je l'ai rassurée tout de suite en lui disant que son taux était parfait par rapport au jour où elle était, etc. Je l'ai renvoyée dans le programme. J'ai intégré un tableau avec les différents taux des bêta-HCG, donc vraiment le taux d'hormones de grossesse semaine par semaine, enfin pour vraiment qu'elle ait aussi des valeurs de référence. Et donc je l'ai renvoyée vers ce tableau de taux qui est dans le programme. Et ça l'a rassurée directement de voir ça. Mais en fait, je me dis, mais les personnes qui sont seules et à qui on balance comme ça ce genre d'infos, qui en plus sont totalement fausses, mais ça vous démoralise pour rien, quoi. Donc, il y a un moment, il faut aussi recadrer ce type de propos, encore une fois, même quand ça vient du médical. C'est pas parce qu'on a une blouse blanche qu'on est autorisé à balancer, pardon pour l'expression, mais de la merde aux gens. Je suis pas d'accord avec ça. Je suis pas d'accord avec ça et je suis pas d'accord non plus qu'on laisse faire sans rien dire. Je trouve aussi que c'est important en tant que patient de renvoyer l'info en disant mais vous vous rendez compte de l'état dans lequel votre information peut me mettre ? Vous vous rendez compte de ce que vous dites à quelqu'un qui bataille depuis des années pour avoir une grossesse. Je crois que c'est quand même important de conscientiser les choses pour éviter qu'à l'avenir, il refasse la même bourde avec quelqu'un d'autre. Voilà, j'avais vraiment envie de parler de ça parce que souvent, je reçois des messages pour dire... effectivement, à quel point on est submergé par les émotions, submergé par un excès de remarques, etc. Mais je me dis à quel moment est-ce qu'en fait on a pris sa responsabilité pour recadrer les gens ? Et je dis on parce que ça m'est arrivé aussi par le passé, évidemment, de ne pas suffisamment recadrer. Alors encore une fois, l'idée n'est pas de rentrer en guerre avec tout le monde, c'est pas du tout ce que je dis. L'idée n'est pas d'aller balancer toute sa haine et de la déverser sur le premier qui vient, c'est pas le but non plus. Mais simplement d'oser s'affirmer, simplement reprendre sa place. Et en fait, je pense que tout le programme que j'ai développé, que ce soit le programme Fertility, qui est le programme en ligne, ou que ce soit le coaching éclosion, c'est aussi pour reprendre sa place. Ça fait partie intégrante pour moi du programme, c'est de travailler pour justement réussir à s'imposer, à le faire. Et alors parfois, les femmes dont je te parle ont réussi à faire d'énormes progrès, parfois plus dans certaines sphères de leur vie, avec certains proches ou au travail, etc. Et c'est vrai que parfois, quand on est face au médical, on se sent un petit peu désemparé, on a encore un peu de mal à le faire. Alors c'est pas grave, on apprend, mais c'est une excellente école parce que vous en aurez aussi besoin une fois que bébé sera là. Moi, mon fils avait 2 mois qu'on voulait le bombarder de médicaments anti-régurgitation et il était hors de question que je fasse prendre ce genre de traitement à mon fils de 2 mois. C'était hors de question que je lui fasse avaler ce type de substance chimique. C'était inacceptable pour moi. Et si j'avais pas eu ce réflexe de m'imposer en me disant non, je suis pas d'accord avec ce que vous proposez et je vais aller voir d'autres personnes, je sais pas ce que j'aurais fait ingérer à mon fils, mais en tout cas des choses avec lesquelles j'étais pas du tout en phase. J'ai des valeurs, j'ai des principes qui sont très forts et je tiens à les respecter, surtout en matière de santé, parce que c'est la base. Sans la santé, on fait rien dans la vie. Donc voilà, j'avais vraiment envie de te rappeler ça et de te dire que non, une blouse blanche, ça n'autorise pas les remarques déplacées, ça n'autorise pas le fait de descendre quelqu'un en flèche. Voilà, encore une fois, quand il y a des mauvaises nouvelles à annoncer, oui, évidemment, c'est le rôle aussi de le faire, mais encore une fois, un peu de bienveillance, un peu d'empathie. Et puis surtout, encore une fois, quand on est médecin, même quand il y a des mauvaises nouvelles, donc oui, on fait preuve d'empathie et on annonce les choses correctement, mais aussi et surtout, on s'assure que les informations qu'on communique sont les bonnes, parce que très souvent, c'est pas le cas. Et je suis pas OK avec l'incompétence. Donc voilà, c'était une sorte de petit coup de gueule quand même aujourd'hui, mais j'avais envie de le communiquer parce que ça me paraissait vraiment essentiel. Bon, c'était un épisode de podcast un petit peu plus long que d'habitude, mais ô combien essentiel de libérer la parole sur le sujet. Donc voilà, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas, évidemment, si tu as des questions, des retours ou des expériences aussi, tu peux me contacter, que ce soit sur les réseaux, par mail, etc.
Tu peux évidemment m'envoyer tout ça, je suis toujours intéressée d'avoir les retours, d'avoir le suivi de tout ça. Et puis je te dis à très bientôt pour un épisode de podcast encore un petit peu spécial, on en reparlera, on aura l'occasion d'en reparler. Et puis d'ici là, si jamais tu sens que mon discours t'appelle, si tu sens que tu as envie de travailler sur ta fertilité, que tu as envie de vraiment mettre toutes les chances de ton côté, eh bien je t'invite dès maintenant à rejoindre que ce soit le programme Fertility qui est le programme en ligne, ou que ce soit le programme de coaching Éclosion. Si tu veux bénéficier de conseils personnalisés, je me ferai un plaisir de t'accompagner. À très bientôt et on se retrouve de l'autre côté. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu veux aller plus loin et bénéficier de plus de conseils, télécharge maintenant mon guide offert sur positivemindattitude.fr. Pour encourager ce podcast, merci de mettre une note et ou un commentaire sur ta plateforme d'écoute. Je te dis à très vite pour un prochain épisode.